Chers amis internautes de la radio-télévision Différence, bonsoir. Nous sommes le samedi 30 août 2022 à l'heure de l'émission Le Courrier Monde. Il s'agit d'un tout nouveau programme qui se propose de décrypter les événements qui ont rythmé la vie internationale de cette semaine. Pour vous le présenter à l'antenne, Nolton Saint-Georges, communicateur social, politologue et professeur des écoles. Donc, le Courrier Monde, c'est tous les samedis entre 4h et 6h de l'après-midi. C'est un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine dans un premier temps et ensuite une analyse en profondeur de ces événements-là. Donc, cette émission est rendue possible par le Collège Saint-Georges. C'est un établissement scolaire de référence dans le milieu éducatif en Haïti, et son dernier né, en l'occurrence Yves Sège, qui est une institution universitaire qui se propose de former des cadres de qualité supérieure pour le marché du travail en Haïti. Donc, tout de suite, pour démarrer, nous allons dans un premier temps faire et passer en revue les différents faits saillants de l'actualité de la semaine. 28 juillet 2022, 28 juillet 1915, 28 juillet 2022, 107 ans déjà depuis le territoire national a été occupé par des troupes américaines. Donc tout au long de ce premier numéro, nous allons analyser en profondeur les impacts, les causes et les impacts de cette occupation américaine sur la vie politique nationale actuelle. La semaine également était rythmée par la tournée africaine de Emmanuel Macron. En effet, ce mardi 26 a vu l'arrivée d'Emmanuel Macron, le chef d'État français, sur le continent américain, une tournée qui le ramenait au Cameroun dans un premier temps. Ensuite, il a fait une escale au Bénin et pour terminer sa visite au Guinée-Bissau. Donc nous aurons à analyser en profondeur cet événement qu'est la tournée de Macron en Afrique du mardi 26 au jeudi 28 juillet. Dans le même temps, il y a eu le ministre des Affaires étrangères de la Russie, en l'occurrence Sergueï Lavrov, qui
a eu à faire une visite dans plusieurs pays auprès de plusieurs chefs d'État africains. Et nous avons l'Égypte, nous avons le Congo, nous avons également l'Ouganda. Donc nous allons voir la signification géopolitique de cette tournée du ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron sur le continent américain. Une visite qui coïncidait justement avec la tournée de Macron au Cameroun, au Bénin et au Guinée-Bissau. Entre-temps, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, en l'occurrence Mohamed Ben Salman, a eu à visiter la France ce jeudi 28 juillet. Et cette visite était l'occasion pour lui de rencontrer Emmanuel Macron aux Élysées, et au cours de laquelle un dîner a été organisé justement pour sceller l'union entre les deux pays. Autre point fort de l'actualité de la semaine, ce jeudi également, un entretien téléphonique a eu lieu entre Joe Biden et Xi Jinping, un entretien qui a duré 2 heures et quelques minutes. Nous allons analyser justement la signification de cet entretien qui n'est pas des moindres, puisque nous savons tous que la Chine et les États-Unis sont de plus en plus en désaccord sur différentes questions, notamment sur la question de Taïwan. Cette semaine également, plus précisément ce vendredi, et un début de mise en application de l'accord signé entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Cet accord, en guise de rappel, a été scellé le vendredi 22 juillet. Cet accord permettait justement à l'Ukraine d'exporter ses céréales qui étaient jusque-là restées bloquées au niveau du port de la mer Noire. Et nous allons analyser justement les impacts sur cet événement, sur le cours des marchés mondiaux. Événement qui est considéré comme un coup de tonnerre pour la semaine, c'est le nouvel ambassadeur des États-Unis qui a été désigné par le président Joe Biden cette semaine. Juste avant son arrivée au Nicaragua, le président, le gouvernement nicaraguayen l'a déclaré persona non grata. Donc nous allons voir la signification justement de cet acte hautement politique et dans le champ de la politique internationale. Autre point de l'actualité, l'Union européenne s'est mise d'accord sur un plan de réduction de leur consommation de pétrole. Donc cette semaine, les 27 États membres de l'Union européenne se sont réunis pour discuter de la possibilité d'une réduction de leur consommation de pétrole, une façon pour eux de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie, qui est entrée en guerre avec l'Ukraine depuis le 24 février de cette année. Et enfin, c'est la demande de pardon de Blaise Compaoré à la famille de Thomas Sankara qui a fait bouger la scène internationale pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes de la radio-télédifférence, nous sommes partis pour une émission alléchante, car vous avez beaucoup à apprendre durant ces quelques heures que nous allons passer ensemble. Juste avant de développer ces points forts de l'actualité de la semaine, nous allons observer une courte pause, question de respirer un peu, après quoi l'on passera au développement de ces points saillants de l'actualité de la semaine.
Jeunesse a besoin d'une bonne éducation pour nous Haïti, tout le monde a oublié. Dans ce sens, référence là par l'autre, qui est Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à NS4, c'est un PAC. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour bailler un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. Ce n'est pas pour cette raison, par exemple, toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour. De NS1 jusqu'à NS4, pas de frais rentrés ni frais mensuels. Prix très abordable. Passez inscrit depuis jeudi, sorti lundi, ou vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone place Jérémy. Pour plus d'informations, relevez dans le numéro 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir. Chers amis internautes, nous sommes de retour après la pause pour le développement de ces points forts de l'actualité de la semaine. Vous êtes à l'heure de votre émission Le Courrier Monde. Le Courrier Monde, c'est un tout nouveau programme proposé par la radio Télédifférence en vue de permettre au public, au grand public, de saisir le sens, la signification des faits dominants de les événements qui ont rythmé la vie internationale chaque semaine. Donc nous sommes sur la radio Télédifférence chaque samedi entre 4h et 6h pour développer, analyser, décrypter ces événements, les événements qui marquaient la semaine. Le premier point que nous allons développer, c'est les 107 ans, la commémoration des 107 ans de l'occupation américaine d'Haïti. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le territoire, tout comme la population, le gouvernement, sont les fondements de l'État. Donc l'État se définit du point de vue juridique par la réunion de ces trois éléments: le territoire, la population et un gouvernement. Et ce qui constitue le fondement même de l'État, c'est l'attachement de ses citoyens, de la population, à son territoire. En effet, le 1er janvier 1804, Haïti, il a marqué un tournant dans son histoire en proclamant son indépendance nationale sur la place d'armes des Gonaïves. Cette indépendance, justement, signifiait notre volonté inébranlable de nous rompre avec le système colonial, esclavagiste et raciste auquel nous nous étions soumis de 1492 à l'arrivée des Espagnols à 1804. Donc cette indépendance, justement, marquait un fait insolite, singulier de notre histoire de peuple. C'est un fait également qui a bouleversé le monde, l'humanité d'alors. Le monde a été bouleversé de voir un peuple nègre, noir, tiré de force de l'Afrique pour arracher sa liberté des mains d'une population, d'un peuple blanc, d'une nation blanche qui se considérait à l'époque comme étant un peuple qui vient de Dieu
un peuple d'origine divine, car le blanc était considéré comme supérieur au noir. Donc cette indépendance était jalousement conservée, préservée par les différents gouvernements de l'époque. Mais le 28 juillet 1915, un tournant a été opéré, car plus de 300 militaires américains ont foulé le sol national. Ils ont débarqué justement à la base militaire Amiral Killick, à Bizoton, au Carrefour. Et l'histoire rappelle que la seule victime du jour, c'était le jeune soldat Pierre Sully, qui était âgé de 18 ans. Et un à un, les militaires américains, commandés par Amiral Killick, ils ont pris à tour de rôle les différents postes militaires du pays. Du coup, ils ont dissolu les forces militaires, l'armée qui existait dès lors, et ils ont mis en place un gouvernement fantoche qui visait justement à répondre aux besoins, aux intérêts politiques, économiques et financiers des Américains en Haïti. Donc nous avons souffert pendant ces 19 ans de présence américaine sur notre sol national. Quelle est l'origine, la cause fondamentale de cette intervention militaire des États-Unis en Haïti? Donc le prétexte pris par les Américains, c'était la situation d'instabilité qui régnait en Haïti. Une situation d'instabilité qui voyait en l'espace de 4 ans, soit de 1911 à 1915, 6 chefs d'État défiler au pouvoir. En l'espace de 4 ans, mesdames, messieurs, chers amis internautes, 6 chefs d'État ont défilé au pouvoir. Ces chefs d'État répondaient au nom de Cincinnatus Lecomte, Tancred Auguste, Michel Oreste, Horace Zamor, Villebrun Guillaume Sam et Davilmor Théodore. Oui, l'instabilité régnait en Haïti. Une situation chaotique régnait en Haïti. Mais est-ce là la cause véritable, la cause fondamentale de l'intervention des États-Unis en Haïti? À la vérité, la cause fondamentale qui fut à l'origine de cette intervention militaire, ce fut les besoins de l'impérialisme américain dans la région. Les États-Unis voulaient imposer sa domination, imposer ses lois dans la région en faisant partir, en chassant les puissances européennes. Donc ce besoin, il était lié à la mise en place de la doctrine de Monroe, formulée par le président américain James Monroe en 1823, qui stipulait l'Amérique aux Américains. Donc cette intervention militaire n'était nullement liée à une volonté de résoudre la situation d'instabilité qui régnait dans le pays à l'époque. La cause, c'était justement pour les États-Unis de déposer son ordre, de chasser les Européens afin de s'installer à leur place. Pour vous en convaincre,
Il suffit d'observer le déroulement de cette occupation et la situation actuelle de notre pays pour voir que depuis l'occupation américaine, presque rien n'a changé, sinon le renforcement de la domination des États-Unis sur le pays. Si les Américains prenaient prétexte de la situation d'instabilité politique pour intervenir, qu'en est-il de la situation actuelle du pays? Est-ce que la situation d'instabilité est résolue? La réponse, vous serez d'accord avec moi, que c'est non. On en veut pour preuve eh bien, en 2022 encore, nous vivons dans une situation inédite dans notre histoire. Le chef d'État a été assassiné, alors que l'Organisation des Nations Unies est représentée en Haïti à travers BINU. BINU qui est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. En présence même du BINU, un chef d'État a été assassiné dans sa résidence privée. La population, le territoire national est quadrillé par des gangs armés opérant en toute quiétude. Kidnapping spectaculaire, assassinat, massacre dans les quartiers populaires, alors que l'Organisation des Nations Unies, l'ambassade américaine, est au courant de cette situation. Pourtant, rien n'a été fait. Donc, c'est dire que le prétexte que prenaient les Américains pour fouler le sol national ne tient pas debout. Et 107 ans après, malheureusement, le pays vit au rythme d'une précarité politique, économique, sociale et même culturelle. Sous les yeux de l'ambassade américaine, sous les yeux des Nations Unies, sous les yeux également de la communauté internationale qui, selon plus d'un, se montre complaisant avec des gangs qui opéraient dans le pays. Donc 107 ans déjà, c'est 107 ans de renforcement de la dépendance politique, économique et financière du pays envers les États-Unis d'Amérique. Donc c'est le bilan de ces 107 ans que nous commémorons cette année. 107 ans de honte, 107 ans de déshonneur, 107 ans qui consacrent l'échec, l'effondrement total de l'État haïtien. 107 ans d'échec d'une classe politique qui est en peine et en panne d'inspiration. 107 ans d'échec d'une société civile inféodée à la volonté impérialiste des États-Unis. 107 ans d'échec national. Mesdames, Messieurs, le temps de la pause, on vous revient tout de suite après pour un autre point de l'actualité de la semaine. Quand dit Colin Powell, il n'y a pas de secret pour réussir. ICEP, Institut Supérieur
supérieure des sciences économiques, politiques et juridiques. ICEP fonctionne en deux sections, section professionnelle et universitaire. Pour la section professionnelle, ICEP vous offre les cours en journalisme, animation et présentation, carrelage, cosmétologie, communication française, anglais et espagnol. Section universitaire, sciences infirmières, sciences de la gestion et de l'éducation, administration publique, sciences du développement, sciences comptables et économiques, sciences juridiques et politiques. Passez vous inscrire maintenant au numéro 13, rue Lota, zone Place Jérémie, au local du Collège Saint-Georges. Pour plus d'informations, appelez au 37 28 25 23. 37 28 25 23. Pour mieux affronter l'avenir, ICEP. Jeunesse a besoin de bonne éducation pour garantir tout le monde à vivre. Dans ce sens, référence là par l'autre que Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à NS4, c'est un PAC. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour un enseignement qui répond à tout nombre pédagogique. Ce n'est pas pour cette raison par exemple toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour. De NS1 jusqu'à NS4, pas ni frais rentrée ni frais mensuels. Prix très abordable. Passez inscrit depuis jeudi, sorti lundi ou vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone Place Jérémie. Pour plus d'informations, relais dans le numéro 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir plus sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après la pause. Là, nous allons passer à l'échelle internationale. Comme nous disions en titre, la semaine était rythmée par la tournée du président français, en l'occurrence Emmanuel Macron, en Afrique. Cette tournée le ramenait au Cameroun, au Bénin et au Guinée-Bissau. Cette visite d'Emmanuel Macron a débuté ce mardi 26, pour prendre fin le jeudi 28 juillet. Alors, comment comprendre, comment situer cette visite, cette tournée de Emmanuel Macron en Afrique? Pour comprendre, pour saisir la signification de cette tournée de Emmanuel Macron en Afrique, il faut se placer dans le contexte international. Le contexte international est dominé depuis la fin du mois de février par l'entrée en guerre de la Russie sur le territoire ukrainien. Donc le 24 février dernier, Vladimir Poutine a envahi à travers ses troupes le territoire ukrainien et cette intervention a provoqué un grand tollé au sein de la communauté internationale. L'Union européenne, le gouvernement américain, ils ont décrété des sanctions à l'encontre du gouvernement de Poutine. Ces sanctions visaient justement à empêcher à Poutine de poursuivre sa guerre en Ukraine. Mais en dépit de toutes ces sanctions, Poutine poursuivait son offensive jusqu'à menacer même de prendre le contrôle total de toute l'Ukraine si les États-Unis continuaient à supporter militairement le régime de Kiev. Et entre-temps, à l'ONU, il se passe un fait inédit.
la plupart des États africains ont refusé de voter en faveur des sanctions prises ou proposées par les Américains et par les États européens. L'Afrique, qui, depuis le 19e siècle et au début du 20e siècle, était considérée comme la cour arrière de la plupart des puissances européennes, à l'exemple de la France, parce que quand nous parlons de Cameroun, de Bénin, nous parlons du Sénégal, nous parlons et tant d'autres États africains, ce sont d'anciennes colonies françaises. Ce sont d'anciennes colonies françaises qui, au lendemain de leur indépendance, ont continué à vivre, à connaître l'impérialisme français. Bien, la présence française en Afrique poursuivait même après l'indépendance de ces États. Et entre-temps, la Chine, la Russie, également, elles se mettent de la partie. La Chine, la Russie, depuis l'année 2015-2016, font leur retour, je ne veux pas dire, une percée en Afrique. C'est dire que les puissances traditionnelles comme la France, l'Angleterre, les États-Unis ont perdu du terrain en Afrique au profit de la Russie, au profit de la Chine. C'est la raison pour laquelle, justement, pendant que Emmanuel Macron opère cette tournée au Cameroun, au Bénin, au Guinée-Bissau, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, en l'occurrence Sergueï Lavrov, était présent sur le territoire, sur le continent africain, pour tenter de rassurer ses alliés, à savoir l'Égypte, le Congo et l'Ouganda. Donc, comment comprendre cette tournée de Macron en Afrique? Cette tournée s'inscrivait justement dans le cadre de la perte d'influence de la France en Afrique. La France perd pied, perd de son influence en Afrique au profit de la Russie et de la Chine. Eh bien, constatant ce manque à gagner, constatant cette perte de vitesse, eh bien, Emmanuel Macron, il a voulu remobiliser ses alliés en vue de contrecarrer l'offensive diplomatique de la Russie et de la Chine sur le continent africain. Mais, chers amis internautes, lorsque nous parlons de perte d'influence de la France en Afrique, nous devons avancer quelques faits pour prouver cette situation-là. Tout d'abord, au Mali. Au Mali, la France dirigeait une opération qui s'appelait Opération Barkhane, qui est considérée comme un échec par le gouvernement malien. En réaction, face à cette situation-là, le gouvernement malien l'a demandé au gouvernement français d'opérer un retrait de ses troupes au Mali. Et en demandant au gouvernement français de retirer ses troupes du Mali, le gouvernement, dans le même temps, il a signé un accord de coopération militaire avec la Russie, à travers le groupe Wagner.
Bien, le groupe Wagner, c'est un groupe paramilitaire qui est commandé, qui est considéré comme le bras armé du gouvernement russe à l'étranger. Donc le groupe Wagner opérait justement à l'étranger pour les besoins impérialistes de la Russie. C'est le cas de Mali. Il y a le Cameroun également qui a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Il y a la République centrafricaine également qui a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Sans oublier les alliés traditionnels de la Russie sur le continent, à savoir l'Algérie, à savoir l'Afrique du Sud, à savoir l'Angola. Donc, mesdames, messieurs, le monde se tourne vers une situation de rééquilibrage. Situation de rééquilibrage due à l'offensive ou aux offensives de la Russie, aux percées diplomatiques de la Russie et de la Chine sur la scène internationale. Et nous autres, en observateurs avisés de la géopolitique, de la scène politique internationale, nous sommes en attente de voir comment va évoluer cette situation. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette situation-là va provoquer des changements énormes dans les rapports, dans les relations internationales. Désormais, que réclame la Russie? Que réclame la Chine? Eh bien, la Russie et la Chine réclament leur acceptation, leur présence. Elles veulent imposer leur présence sur la scène politique internationale. Donc, la situation, la guerre, l'intervention de l'armée russe en Ukraine s'inscrit dans cette perspective-là. Une volonté manifeste exprimée par la Russie et la Chine d'assurer leur place dans cette faune politique internationale qui, depuis 1991, avec la chute de l'URSS, qui est l'Union des républiques socialistes soviétiques, était dominée par les États-Unis. À date, il est clair que les États-Unis doivent reconnaître qu'ils sont en perte de vitesse et qu'ils doivent discuter, négocier, au lieu d'agir par la force comme ça a été le cas en Libye, ça a été le cas en Irak, en Afghanistan, en 2001-2003. Mesdames, Messieurs, on observe encore une fois une pause. On revient tout de suite pour le déroulement, le développement d'autres points de l'actualité internationale qui a dominé durant cette semaine.
Donc, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Entre-temps, avant de passer aux autres points de l'actualité de la semaine, nous vous rappelons que vous êtes à l'émission Le Courrier Monde. Le Courrier Monde est un tout nouveau programme institué par la Radio-Télédifférence. Une émission, un programme qui se propose de permettre aux internautes, au public, au grand public, de saisir la signification des faits, des événements qui ont rythmé la vie internationale chaque semaine. Cette émission se passe sur la Radio-Télédifférence et tous les samedis entre 4h et 6h et avec de possibles rediffusions au cours de la semaine. Donc nous saluons l'agronome journaliste Jeff qui est connecté. Nous demandons justement aux fidèles internautes de bien vouloir partager cette émission, partager à n'en plus finir cette émission pour permettre à d'autres amis de profiter des informations, du savoir, de la connaissance que se propose de véhiculer. Et nous autres, et à l'émission Le Courrier Monde. Mesdames, Messieurs, nous allons rester à l'échelle internationale pour parler de la visite du prince héritier de l'Arabie Saoudite en France ce jeudi 28 juillet. Ce jeudi 28 juillet, le prince héritier de l'Arabie Saoudite qui répond au nom de Mohammed Ben Salman, il a effectué une visite en France. Il a effectué une visite en France, à l'Élysée, dans le cadre du réchauffement des relations entre son pays, l'Arabie Saoudite, et la France. Mais pour comprendre cette visite, nous devons nous inscrire dans le passé récent. Mohammed Ben Salman est le prince héritier de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, on les appelle, ce sont les monarchies du Golfe. Ce sont des monarchies, ces pays-là sont dirigés par des monarques. Il n'y a pas d'organisation d'élection, les élections ne s'organisent jamais, c'est comme une monarchie absolue de droit divin. Nous sommes dans l'ancien temps. Pourtant, ces pouvoirs, ces régimes-là sont considérés comme des alliés des États-Unis et de la plupart des puissances occidentales. Mohammed Ben Salman, peu avant, a reçu la visite de Joe Biden, le président américain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce même Joe Biden qui a qualifié Mohammed Ben Salman de terroriste, qui a qualifié l'Arabie Saoudite, l'État saoudien, de l'État paria. Eh bien, pourquoi? C'est parce que Mohammed Ben Salman a été accusé pour son implication dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au sein même du consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie, le 2 octobre 2018. D'après le service de renseignement américain, il a été prouvé que Mohammed Ben Salman a été l'instigateur, le commanditaire de cet assassinat. Et Joe Biden a qualifié l'État saoudien d'État terroriste. Comment comprendre ce retour, ce volte-face de Joe Biden? Bien, c'est que, comme je le dis toujours, en matière de politique internationale,
Les États d'ordinaire n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Par rapport à la situation de guerre qui prévaut en Ukraine, eh bien, la Russie, qui est considérée comme l'un des principaux fournisseurs, producteurs et exportateurs de gaz dans le monde, a réduit ses exportations. Et du coup, ça a provoqué une rareté mondiale, et cette rareté est à l'origine de la flambée des prix des produits pétroliers dans le monde. Et puisque le pétrole est indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale, mais ça a provoqué une inflation mondiale. Eh bien, Joe Biden, qui face à son offensive diplomatique contre la Russie, il a voulu composer avec l'Arabie Saoudite, qui est, je le rappelle, le principal pays producteur de pétrole et exportateur de pétrole dans le monde. Il a été voir Mohammed Ben Salman, justement, pour lui demander d'augmenter son volume de production afin de pouvoir stabiliser le prix du pétrole sur le marché international. Eh bien, voilà comment, mesdames, messieurs, un chef d'État impliqué dans l'assassinat d'un journaliste au sein du consulat, qui est considéré comme un asile en droit diplomatique et consulaire, c'est-à-dire le consulat, l'ambassade comme un asile, a été réhabilité par les États-Unis dans l'optique de combattre l'influence ou de neutraliser diplomatiquement, politiquement, Vladimir Poutine. Eh bien, Mohammed Ben Salman est un stratège. Il a profité, parce que, il faut le dire, il est en position de force. Il est en position de force par rapport au pétrole, par rapport à son pétrole. Eh bien, il a été également réhabilité dans l'opinion publique internationale par le président français en recevant, en acceptant de la visite de ce prince héritier de l'Arabie Saoudite qui était qualifié jusque-là de terroriste pour son implication dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Eh bien, cette visite a provoqué tout un tollé au sein de la société française. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme élevaient leur voix pour dénoncer, pour critiquer cette politique de rapprochement menée par Emmanuel Macron. Mais il faut dire que, eh bien, l'Europe, qui dépend de la Russie pour son approvisionnement en pétrole à environ 40, même jusqu'à 50%, et Poutine, qui est en passe de couper son robinet à l'Europe, était obligé, c'est ce que l'on appelle en politique internationale, le réel politique. C'était une obligation pour lui de parer, d'anticiper la crise qui se profile à l'horizon. Il y a une crise qui se profile à l'horizon là en Europe. L'Europe va entrer en hiver. Pour se réchauffer, on a besoin du pétrole. Pour faire fonctionner les entreprises, on a besoin du pétrole. Et bien, Emmanuel Macron, justement, pour pallier, pour anticiper
à cette crise, à la fermeture du robinet du pétrole russe, il a dû composer, réhabiliter Mohamed Ben Salman, qui, en bon stratège, a pu profiter de la conjoncture politique internationale pour se refaire une santé dans l'opinion publique internationale. Voilà comment comprendre cette visite de Mohamed Ben Salman. Donc, chers amis internautes, ce qu'il faut comprendre de la politique internationale, c'est que les intérêts politiques, les intérêts économiques et les intérêts financiers priment avant tout sur des questions des droits de l'homme. Sinon, Joe Biden, Mohamed Ben Salman n'aurait jamais été réhabilité parce que lui-même, il était accusé par les États-Unis pour son implication dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Et, entre-temps, Joe Biden, ce même jeudi, il s'est entretenu avec, par téléphone, avec Xi Jinping, le président, le chef d'État chinois. Ils ont passé près de 2 heures de temps à discuter. Discuter de quoi? Discuter surtout des sujets qui constituent des sources de tension pour les deux pays. Les États-Unis ont accusé la Chine de supporter Vladimir Poutine dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Alors que Xi Jinping, il dénonce le comportement, la politique menée par les États-Unis à Taïwan. Les États-Unis supportaient le gouvernement taïwanais dans le cadre de sa politique qui visait à se détacher totalement de la Grande Chine. Bien, les États-Unis, en soutenant cette politique indépendantiste menée par le gouvernement taïwanais, s'est attiré les foudres, la colère du gouvernement chinois. Mais, mesdames, messieurs, chers amis, la Chine et les États-Unis, ils sont condamnés à discuter. La raison est simple. Les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde. Parce que la Chine elle-même, c'est la deuxième puissance économique. Les États-Unis, c'est la première puissance militaire. La Chine, c'est la troisième puissance militaire. Et sur le plan commercial, c'est la Chine qui domine le monde. La Chine est la première puissance commerciale du monde. Et le gouvernement chinois n'entend pas s'arrêter là. Le gouvernement chinois, depuis quelque temps, projette de créer ce qu'il appelle une route de la soie. Rappelez-vous bien que la route de la soie, c'est un projet qui existait déjà depuis le Moyen-Âge, qui visait à connecter l'Afrique, l'Asie et l'Europe de l'Asie. Cela constitue un vaste réseau commercial. Eh bien, la Chine, dans sa volonté de s'imposer sur la scène internationale, il a voulu reconstituer la route de la soie, lui faciliter de commercer, d'échanger des marchandises, des biens, des produits avec le continent africain, les pays asiatiques, sans oublier
les États européens. Ce projet est mal vu par les États-Unis, qui constitue justement un manque à gagner pour la puissance américaine. Eh bien, cette bataille politique, nous sommes condamnés à la vivre sur les prochaines années. Parce que, mesdames, messieurs, la bataille est féroce. La bataille est féroce entre les États-Unis et la Chine actuellement. La bataille se joue sur la volonté de la domination mondiale manifestée par ces deux pays. Et d'après les experts, la Chine, à l'horizon 2030, 2040, 2050, elle est appelée à diriger, à mener le monde. Nous sommes très attentifs au déroulement de ces événements-là. Alors la bataille se joue entre la Chine et les États-Unis pour la domination, pour l'hégémonie mondiale. Et entre-temps, ces deux États entendent liquider leurs tensions sur le terrain de la diplomatie. C'est bien, puisque nous devons discuter, négocier, au lieu d'en venir à des affrontements militaires qui auront des impacts néfastes sur le monde, sur la planète tout entière. La semaine également était rythmée, marquée par le début de mise en application de l'accord signé entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul le vendredi 22 juillet. Cet accord permettait l'exportation des céréales ukrainiennes qui étaient restées jusque-là bloquées dans le port d'Odessa, de la mer Noire. Eh bien, mesdames, messieurs, la mise en application de cet accord constitue une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les marchés mondiaux. Nous devons nous réjouir. Pourquoi? Eh bien, l'Ukraine constitue un grenier pour le monde. L'Ukraine constitue un grenier pour le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que l'Ukraine, c'est le pays producteur de céréales, c'est le premier fournisseur des États, des pays africains, du continent africain, du marché mondial en matière de céréales. Le blé, le maïs, sans oublier les engrais. Eh bien, le blocage imposé par la Russie aux céréales ukrainiennes a provoqué une rareté mondiale. Au risque de parler d'une crise alimentaire mondiale. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Macky Sall, qui est l'actuel président en exercice de l'Union africaine, s'est déplacé pour se rendre à Kremlin pour négocier avec Poutine en vue d'un dégel de la situation.
eh bien nous pouvons dire que la Russie, en imposant ce blocus aux céréales ukrainiennes, elle a voulu couper l'Ukraine d'une source énorme d'entrée en devises. Le fait que l'Ukraine n'a pas pu exporter ses céréales a provoqué un essoufflement, un manque à gagner en baissant la recette de l'État ukrainien. Et le continent africain en souffre énormément. Si nous prenons un pays comme l'Égypte, qui attendait depuis de 4 mois l'arrivée des céréales ukrainiennes, si nous prenons bien le Sénégal et nous autres en Haïti, parce que Haïti, nous avons une économie qui dépend totalement ou presque de l'international. Donc, cet accord, mesdames, messieurs, va profiter au continent africain, aux États de l'Amérique latine, qui, jusque-là, a vu le prix de ces produits augmenter énormément, provoquant ainsi des émeutes dans plusieurs pays. Donc cela va permettre à ces États de respirer un peu, de pallier à la crise alimentaire mondiale qui les guettait. Donc on espérait que cet accord signé entre l'Ukraine et la Russie sera mis en application en toute totalité, de sa globalité, afin de permettre aux marchés mondiaux de respirer, de s'approvisionner en céréales, en vue de faire baisser le coût, le prix de ces produits et du coup améliorer les conditions de vie des populations qui vivent de ces céréales. Mesdames, Messieurs, nous nous acheminons tout droit vers le dernier segment de votre émission Le Courrier Monde de ce samedi. Juste avant de passer aux autres points, nous voulons saluer Yveline Levesque qui est connectée et nous réitérons notre adresse à l'endroit du public de partager, de commenter, de poser des questions, surtout sur les points forts que nous développons chaque samedi à l'émission Le Courrier Monde, une émission qui vise justement à faire le décryptage des événements qui ont rythmé la vie internationale chaque semaine. Nous observons une courte pause musicale. De retour, après la pause, nous aborderons un fait, des faits qui marquent vraiment, qui nous concernent beaucoup plus, c'est l'interdit d'entrer sur le territoire nicaraguayen par le nouvel ambassadeur des États-Unis par le gouvernement nicaraguayen. Nous développons ce point tout de suite après la pause. Seigneur, nous besoin
De retour après la pause, mesdames, messieurs, là, nous rendons au Nicaragua. Nicaragua est un tout petit État qui se trouve en Amérique centrale, à quelques kilomètres des États-Unis. L'actualité de la semaine, c'est que Joe Biden il a nommé un nouvel ambassadeur au Nicaragua et il s'appelle Hugo Rodriguez. Mais le gouvernement nicaraguayen a déclaré ce nouvel ambassadeur persona non grata. Le terme persona non grata, c'est un jargon utilisé souvent en diplomatie pour qualifier une personne indésirable. Une personne indésirable. Donc, lorsqu'un État, un gouvernement qualifie un ambassadeur de persona non grata, ça veut dire automatiquement qu'il doit partir, qu'il doit se retirer du territoire d'accueil. Eh bien, déclarer un ambassadeur persona non grata, c'est lui dire tout bonnement que son comportement porte atteinte aux intérêts de l'État auprès duquel il est affecté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'un gouvernement déclare un ambassadeur persona non grata, c'est lui dire tout carrément que son comportement est indésirable. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement nicaraguayen à déclarer Hugo Rodriguez, le nouvel ambassadeur, désigné par les États-Unis, Nicaragua, de persona non grata? Mais c'est que Hugo Rodriguez, il a fait une déclaration, je dirais, imprudente. Il a déclaré que les États-Unis, la politique des États-Unis au Nicaragua, vise à combattre Daniel Ortega, qui a été réélu, mais le gouvernement américain n'a jamais reconnu Daniel Ortega. Pourquoi? Parce qu'il a jugé que ces élections n'étaient pas crédibles, n'étaient pas démocratiques, n'étaient pas honnêtes. Mais le nouvel ambassadeur, il a déclaré qu'il va poursuivre la politique des États-Unis qui constitue justement pour lui de combattre sur tous les fronts le gouvernement. Nous disons que c'est une déclaration imprudente. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, l'ambassadeur a en main une lettre de créance. Cette lettre de créance, avant même d'entrer en fonction, obligation lui est faite de la remettre, bien entendu, au président, au chef de l'État auprès duquel il sera affecté. Sa lettre de créance. Mais comment comprendre un ambassadeur qui n'a pas encore été, bien entendu, remis sa lettre de créance, ose faire une ingérence, on appelle une ingérence dans les affaires internes du pays? Droit diplomatique et consulaire, on parle de devoir de réserve. En droit diplomatique et consulaire, on dit que l'ambassadeur, certes, il représente les intérêts de son pays auprès de l'État duquel il est affecté, mais attention, il a une obligation de réserve. Il n'a pas le droit, n'a nul droit
de s'ingérer dans les affaires internes du pays, en dénonçant des élections, en dénonçant des gouvernements, en investissant dans les sociétés civiles pour déstabiliser des pouvoirs en place. C'est de l'ingérence politique. Et bien, face à cette situation d'ingérence politique, je qualifie de maladresse diplomatique, eh bien, Daniel Ortega, qui a hérité de la révolution de 1979, la révolution sandiniste, Nicaragua, révolution marxiste de Nicaragua, est un pays réputé proche de la Russie. En faisant sa révolution sandiniste en 1979. Eh bien, il a déclaré Hugo Rodriguez persona non grata. Donc, il va devoir laisser le territoire parce qu'il est indésirable. En termes d'analyse, il faut dire que c'est un coup dur pour les États-Unis. Parce que les États-Unis se vantent d'être à l'avant-garde de la démocratie dans le monde. Mais attention, on accusait les États-Unis, le gouvernement américain, entendu, a accusé Vladimir Poutine, le gouvernement russe, d'avoir tenté d'orienter ou de réorienter, de s'ingérer dans les élections américaines qui ont vu la victoire de Donald Trump. Il a sanctionné, il a pris des mesures pour sanctionner Vladimir Poutine. Parce que les États-Unis considèrent comme un affront le fait qu'un État étranger de tenter de s'ingérer dans ses affaires internes. Alors que ce comportement que les États-Unis dénoncent chez Poutine, il l'affiche au Nicaragua. C'est une politique deux poids, deux mesures. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, justement, les États-Unis, je le dis et je le réaffirme, les États-Unis n'ont plus de discours. Les États-Unis n'ont plus de rhétorique. Les États-Unis se sont discrédités par rapport à la politique deux poids, deux mesures, à la politique contradictoire qu'ils mènent à travers le monde. Au Venezuela, ils dénoncent, ils ne reconnaissaient pas d'élection de Maduro. Pourquoi? Parce que ces élections ont été jugées comme frauduleuses, etc. Alors que, dans le même temps, ils supportaient un leader, le leader de l'opposition de l'époque, qui n'a jamais été élu par la population. Parce qu'en Haïti, il supportait un gouvernement impopulaire, Jovenel Moïse, alors que toute la population était en faveur d'un départ de Jovenel Moïse. C'est une politique deux poids, deux mesures. Mais cette politique deux poids, deux mesures, cette politique contradictoire provoque quoi? Provoque un discrédit, un rejet du discours politique, de la rhétorique politique des États-Unis dans le monde. Mais c'est la raison pour laquelle les États-Unis n'ont plus d'arguments pour convaincre Poutine, pour convaincre l'opinion publique internationale du caractère autoritaire, du caractère dictatorial du gouvernement, du pouvoir de Poutine, et sans oublier d'autres monarchies, d'autres gouvernements comme le gouvernement chinois. Pourquoi? Parce que le discours des États-Unis est contradictoire. En 2001,
les États-Unis ont violé le droit international. Les États-Unis voulaient chasser Saddam Hussein du pouvoir en Irak. Eh bien, ils orchestraient toute une campagne médiatique faisant croire que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Malgré que le Conseil de sécurité a opposé un veto aux États-Unis, ils se sont embarqués quand même dans une croisade militaire contre l'Irak et contre l'Afghanistan. Et de 2001 à 2022, 21 ans, consacre l'échec de ces interventions militaires américaines en Afghanistan. Surtout, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Alors que les États-Unis intervenaient justement pour chasser les talibans du pouvoir en Afghanistan. Bien, mesdames, messieurs, chers amis internautes, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les États-Unis mènent à travers le monde une politique contradictoire, politique de poids, de mesure, qui ne fait que lui discréditer aux yeux de l'opinion publique internationale. Nous allons passer rapidement à un accord trouvé entre les 27 États membres de l'Union européenne sur une possible réduction de leur consommation de pétrole. Donc les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord qui visait justement à réduire leur consommation de pétrole et du coup réduire leur dépendance vis-à-vis du pouvoir de Poutine, qui jusque-là était considéré comme le fournisseur majoritaire de l'Europe en gaz et en pétrole. Donc ça aurait été une bonne mesure, mais est-ce là une mesure suffisante pour réduire, pour neutraliser Poutine? Donc reste à voir. Et nous allons finir ce tout premier numéro du Courrier Monde par la demande de pardon de Blaise Compaoré à la famille de Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, au cours de la semaine, Blaise Compaoré, qui a dirigé le Burkina Faso de 1987 à 2014 suite à un coup d'État perpétré contre le leader nationaliste burkinabé Thomas Sankara, a demandé pardon à la famille de Sankara pour les souffrances qu'il a causées à la famille Sankara et à toute la population burkinabé durant ces 27 ans de règne sans partage qu'il a installé sur le Burkina Faso. Et il faut dire que Blaise Compaoré fait l'objet d'une poursuite, pas d'une poursuite, mais d'une condamnation par contumace. Il est condamné à perpétuité par contumace par la justice burkinabé. Blaise Compaoré, bras droit de Thomas Sankara, a commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Il a été jugé par la justice burkinabé. Il a été condamné à 27 ans, à une condamnation à perpétuité par contumace. Est-ce que demander pardon suffit pour soigner les plaies de toute une génération de continents, de toute une population qui faisait confiance au leadership éclairé, au leadership nationaliste de Thomas Sankara? Donc là, nous ne le croyons pas et jamais. Donc Blaise Compaoré, il doit avoir la sagesse de se présenter, de se rendre à la justice burkinabé pour qu'il puisse répondre, pour qu'il puisse juger et purger la peine
justement que la justice burkinabé lui a sonné pour son implication dans l'assassinat ou pour avoir commandité l'assassinat du leader indépendantiste Thomas Sankara, un leader qui faisait la fierté de tout un continent, de toute l'Afrique. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, nous voici arrivés au terme de ce premier numéro de Courrier Monde, un programme mis en place par la radio-télévision Différence, dans le but de vous permettre de saisir les contours des événements qui ont rythmé la vie internationale chaque semaine. L'émission Courrier Monde, le Courrier Monde se passe tous les samedis entre 4h et 6h sur les antennes de la radio Télé Différence. Pour vous la présenter à l'antenne, c'était Norton Saint-Georges, communicateur social, politologue et professeur des écoles. Nous saluons Yveline Levesque, nous saluons Junior Top 50 et bien d'autres gens qui nous suivaient. Et n'hésitez pas à partager cette émission, partager, commenter, liker. Nous sommes disponibles également sur YouTube. Veuillez abonner à notre chaîne YouTube et pour faire avancer le savoir sur la connaissance du monde international, de la scène internationale, une scène vraiment agitée ces derniers temps. Mesdames, Messieurs, restez branchés et tout de suite. Jeunesse a besoin d'une bonne éducation pour nous Haïti, tout le monde a besoin. Dans ce sens, référence là par l'autre, qui est le Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à NS4, c'est un PAC. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. Ce n'est pas pour cette raison par exemple toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour, de LS1 jusqu'à NS4, pas ni faire rentrer ni faire mensuel. Prix très abordable. Passez inscrit depuis jeudi, sorti lundi ou vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone Place Jérémy. Pour plus d'informations, relais dans le numéro 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir plus sûr.